Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être un gros boucol. Je vais vous présenter tout ça. Oui, il y a du neuf, il y a de l'occasion, surtout de l'occasion. Du neuf, je vous le montrerai à la fin de cette vidéo, donc soyez un peu patients. En fin de compte, il n'y a pas grand chose puisque ici c'est toute une saga, on peut dire. Voilà, que j'ai acheté à 10 € sur Vinted, plus les frais de port. Franchement, ça valait le coup, parce que c'est hyper difficile de trouver ce type de livre. Et je suis tombée par hasard et j'avais envie de tester ces bouquins. Par contre, ils constituent 12 tomes, j'en ai que 11, et le premier me manque. Il est impossible de le trouver, j'en ai trouvé un sur Rakuten, mais les gens là-bas, t'as l'impression que je ne sais pas pourquoi ils créent des comptes et ils répondent jamais aux messages, ça sert à rien en fait. Ce site, c'est quelque chose. Bon, je vais vous lire les quatrièmes de couverture de chacun de ces livres en voix. Ça me permettra aussi de voir si c'est une saga qui nécessite d'être suivie du début à la fin ou est-ce qu'on peut avoir ça, chacun de ces bouquins, est-ce qu'on peut les lire séparément, sachant que ça fait partie de la bibliothèque de l'étrange. Je vous avoue que l'un des premiers qui m'avait attiré, c'est celui-ci qui m'a sauté dans l'œil, c'est le tome 2. Ce ne sont pas toujours les mêmes auteurs, ce sont des auteurs différents, et se présentent comme ceci, comme des bouquins un peu mi-brochés, mi-poche. Ils sont à peu près dans le même type du même poids, donc même contenance de pages, je pense. Illustration de couverture, Jean-Olivier Héron, photogravure, Corlin & compagnie, Hatier. Donc ici, nous avons 238 pages, ça date des années... c'est ça, moi, ce qui me manque, c'est le tome 1, Patrice Rome au service du diable. Et ça date de quelle année? Donc ça, c'est la édition Galliera de l'année 72. Par contre, ça sent médecine, je sais pas, c'est une odeur vraiment pas très agréable. Alors, je vous lis la quatrième de couverture. Ici, nous avons La planète des poupées, Christine Renard. Les énigmes semblent se multiplier. Aux portes des jardins sourient de ravissantes statues. Reproduction exacte des jeunes margueritiennes en âge de se marier. Mais quel est le véritable rôle de ces poupées au sourire figé? Peuvent-elles, comme on ne le prétend, devenir des amantes passionnées? Et quel rôle jouent ces prêtres toujours masqués qui vivent dans d'immenses forteresses aux portes de ville? Quelle est dans tout cela la part de la magie, de la science, ou peut-être de la démence? Mais il n'est pas bon d'être trop curieux sur Margareta. Un jeune terrien rêve de s'introduire dans un monastère, il est assassiné. Assassiné aussi la jeune fille qu'il aimait et savait trop de choses. Assassiné aussi la petite Margaretienne de 16 ans qui voulait secouer le joug de la tradition. Qui les a tués? On chuchote sur Margareta que les poupées éternellement souriantes aux portes des jardins peuvent être de redoutables tueuses. Petit à petit, l'héroïne, une jeune psychologue terrienne, découvrira Margareta et ses secrets, mais elle sait que la mort sera le prix de sa curiosité si elle ne parvient pas à mettre en échec les redoutables puissances qui tiennent Margareta en esclavage depuis 3 siècles. C'est vraiment très intéressant. J'ai envie de le découvrir. Puis c'est pas écrit très rempli, donc j'espère que ça va pas se lire très difficilement, mais assez rapidement. Et je me disais, comme c'est très pénible de trouver ce type de bouquin, et si vous en trouvez, ça coûte hyper cher, peut-être que j'en ferai la lecture pour vous sur cette chaîne. Donc suivez bien ma chaîne. Ensuite, nous avons le tome 3, celui-ci. On est toujours, je pense, dans le nombre de pages, dans les 300, même là, vraiment 203 pages. Cette couverture, elle est très repoussante. Le jeu de Satan, de Maurice Périssé. Très repoussante. En village d'Ardèche, où rien ne se passe, il y a là Lucie Masnon, l'institutrice jeune, jolie et frêle, qu'aime sans le lui dire le solide et timide Julien. Sébastien, un gamin naïf et sournois, un vieil hôtelier malade, et puis Félicia bourrée, horriblement défigurée par le feu quelques 20 ans plus tôt et qui, aveugle, vit dans une ferme isolée avec Maria, sa jeune servante. Donc ça doit être elle, la fille défigurée. Un soir d'hiver, Felicia peut-être, reçoit la visite d'un étranger vêtu d'une longue cape noire.
Dans la nuit, elle fait appeler le curé du village. Elle se dit très malade et se propose d'offrir à l'église une statue de bois précieux représentant un ange foulant aux pieds des serpents et des crapauds. Le curé accepte et la statue est installée sur un autel, le dimanche suivant au cours d'une cérémonie solennelle. Aussitôt après, le village est envahi par un brouillard impénétrable et Lucie, Félicia, Julien, Sébastien, Maria et le vieil hôtelier vont vivre désormais une existence pleine d'événements incompréhensibles, d'effroi, de terreur et de sang, comme si, d'un seul coup, ils étaient régis par une force à laquelle ils ne pourraient s'opposer. Satan joue un jeu qui le passionne, même s'il en connaît d'avance l'issue. N'a-t-il pas signé un pacte avec Félicia, bourrée? De ce monde insolite, plein de pièges et de visions étranges, où le macabre côtoie l'innocence, où le fantastique prend parfois un redoutable aspect quotidien, Maurice Périssé a tiré un curieux et obsédant roman que l'on ne peut lâcher avant d'en avoir terminé la lecture. C'est fou, non? Voilà. Et je pense qu'on peut les lire séparément, puisque là, je vois aucun lien entre les deux, en tout cas. Ensuite, nous sommes au tome 3, et comme c'est des personnes différentes, des auteurs différents qui écrivent, donc à mon avis, c'est possible. Si vous ne m'en voulez pas, je vais lire comme ceci. Si vous voulez, je mettrai peut-être une image à côté d'un des livres, si j'en trouve, bien évidemment. Sinon, voilà, parce que je ne peux pas rester comme ça, j'ai super mal au dos. Donc ici, nous avons Peter Saxon, Lâcher les monstres. Et là, nous ne sommes pas loin de 200 pages, pareil, donc voilà. Lâcher les monstres, on a une main avec un doigt sectionné quand même. Dans les environs de Londres, une succession de meurtres étranges préoccupe le surintendant Keane de Scotland Yard. Toutes les victimes sont des jeunes femmes que l'on découvre égorgées et exsangues. Toutes portent au poignet la marque de morsure. Le sportif britannique bien connu, Ken Spartan, se réveille un matin dans ce qui ressemble fort à une chambre d'hôpital, amputé totalement d'une jambe. Or, cette amputation ne résulte pas d'un quelconque accident dont il n'aurait pu conserver le souvenir, et de surcroît, sa hanche ne porte pas la moindre trace de cicatrice. Quelque part en Allemagne de l'Est, R. Conrads, membre de la police secrète et assassin habile, élimine un à un ses supérieurs au fur et à mesure que ceux-ci, découvrant sur son compte des faits troublants, s'apprêtent à le dénoncer. Quel est au juste le but poursuivi par cet agent très spécial et en quoi ses agissements peuvent-ils se trouver liés avec ceux du vampire londonien et avec l'incroyable cauchemar vécu par Ken Spartan? Les réponses à cette question ne manqueront pas d'étonner le lecteur le plus imaginatif. Waouh. Ouais. Ensuite, nous avons La toile d'araignée de Maurice Vernon. Les images, elles sont juste dégoûtantes. Je vous avoue, c'est vraiment... Mais alors là, c'est complètement... Je ne sais pas si YouTube va me permettre de vous la laisser, cette image-là. Nous sommes ici à 223 pages. Donc, les mythes les plus anciens de l'humanité établissent une corrélation entre les animaux et les êtres humains. Entre certaines femmes et les araignées, par exemple. Ici, les invraisemblables créatures de la mythologie réapparaissaient dans notre monde mécanisé. Si un homme risquait soudain son corps dans ce qu'il ne croyait d'abord être qu'une aventure amoureuse, si une femme merveilleusement belle était en réalité à moitié animale et capable d'entraîner ses amants vers de monstrueuses métamorphoses, si le sien se trouvait pris dans la toile de l'araignée avant de devoir un jour tisser sa propre toile. Donc je revérifie quand même si j'ai tout là. Donc j'ai la planète des poupées, j'ai le jeu de Satan, j'ai Lâcher les monstres et puis la toile d'araignée. Jusque là, tout va bien. Ensuite, nous avons les 12 tomes de Mac Tyler, Pierre J. Mantigneux. On a souvent des femmes dénudées quand même. Je ne sais pas si tout est lié avec les femmes. Ici, oh là là, mais c'est quoi ce livre? Ah mais non! Qu'est-ce que c'est que ce livre? Oh mais quel bordel! Regardez-moi ça, j'ai jamais vu de la vie. En fait, là, j'ai pensé que c'était une pliure, mais non, en fait, il manque du texte. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, ça va pas, ça.
Bon. Et donc ici, nous sommes à, pareil, pas loin de 200, on est à 220 pages. Nous ressentons parfois l'impression troublante que tel paysage, que pourtant nous découvrons pour la première fois, nous est familier. Que nous avons déjà vécu quelque part ailleurs tel événement auquel nous participons. Que nous avons déjà entendu tel rire, telle phrase. Déjà vu, quoi. De ce curieux phénomène, bon nombre d'écrivains se sont inspirés pour imaginer des récits où la réincarnation, la métampsychose joue les rôles principaux. Dans les 12 tombes d'Andrew McTaylor, l'auteur va plus loin, bousculant les notions traditionnelles et réinvente une hallucinante logique du temps. Certes, nous assistons aux existences multiples et successives d'un même personnage, mais l'enchaînement de ces existences n'est nullement le fruit du hasard. Il répond au contraire à une mécanique aussi fantastique que précise, comme si l'homme ne pouvait vivre hors du mouvement et des lois de l'univers tout entier. Du XXe siècle jusqu'au temps biblique, le héros, un richissime américain éditeur d'une revue pour hommes, tente dramatiquement de comprendre, de démontrer cette mécanique. De la sorcière dont les flammes ne voulurent pas au grand d'Espagne qui, bien que mort, chargea et défit les morts, du capitaine au long cours à l'alchimiste ou bien au martyr raté, Andrew McTaylor pénètre et codifie les secrets de la vie sur lesquels nul avant lui ne s'était penché. Pour lui, le temps n'existe pas. Du moins, le temps tel que l'entendent et le mesurent ses semblables, vous, moi. Et ces temps nouveaux qui découvrent nous confèrent de surprenantes dimensions cosmiques. Ah, ça c'est trop... Là, on va trop loin dans la philosophie, psychologie, un peu de mystère, mysticisme, j'ai envie de dire. Ensuite, il y a une couverture qui sort complètement de l'ordinaire. Je me demandais même si ça en faisait partie. Donc celle-ci, et c'est Les fleurs succombent, un Arcadie de Pierre Dupriez et Serge Martel. Je ne sais pas si ça... Pourtant, ici, il y est, donc, mais c'est bizarre que ça soit aussi différent des autres. Donc, c'est le tome 7, et ici, nous avons, je pense aussi 200 quelques pages, hein, c'est pas très... Ouais, 212 pages. C'est l'heure calme du déjeuner, et sur la plage, aucune voiture ne passait. C'est un petit extrait. Lise avait pris dans son autre main le sac à fleurs de la vieille dame. Et tout en marchant, elle ne pouvait se défendre d'éprouver un certain sentiment de culpabilité à l'égard de son amie. C'était un cabas, comme celui-là, que Noël avait subtilisé 3 heures plus tôt dans la villa Arcadie. Étrange l'amitié qui unit ces deux femmes, Lise, jeune, belle et sensuelle, Bénédicte, vieille rentière paisible, amoureuse de ses roses et dont le regard se voile parfois d'une inquiétante mélancolie. Au Touquet, en bordure de Canche, leurs villas sont voisines. Avec son jardin merveilleux, ses meubles cirés et ses faïences de Dèvres bien rangées, celle de Madame Bénédicte semble parfaitement digne du nom qu'elle porte, Arcadie. Mais pourquoi diable Lise a-t-elle épousé ce Noël Baju, féru de littérature différente, infatigable, collectionneur de faits, inexplicable, et de surcroît, inspecteur de police? Ah, ça c'est très suspense. Ensuite, nous avons ici Au rendez-vous de la mort joyeuse par Pierre J. Montigneux. On l'a déjà, ce Pierre. Il était là. Voilà. C'est son deuxième, donc, qui est le tome 8. Et on va se répéter comme ça. Il y aura de nouveau Peter Saxon et Maurice Périssé. Donc, ici, nous avons 235 pages. Et donc ici, Marc Villiers, sa femme et Sophie, leur fille aînée, s'attaquent à la restauration de la maison, longtemps abandonnée, dans laquelle ils viennent de s'installer en plein bois. Des événements inexplicables troublent bientôt l'existence de cette famille paisible. Certes, aucun fantôme ne hante la demeure, aucun vampire ne ravage les alentours, toutefois, les choses n'en sont pas plus rassurantes pour autant. Ce qui se passe à Chévancourt est insolite, insidieux, parfois même menaçant. On dirait qu'une force inconnue, diaboliquement intelligente et d'une sensibilité extrême habite les vieux murs.
Cependant, ces manifestations ne semblent jamais gratuites, mais répondre au contraire à des motifs profonds, bien que personne ne parvienne à en percer le secret. Quelles sont ces manifestations? Quels liens les unit-il? À quelle volonté consciente ou inconsciente cette force obéit-elle? À quelle meurtrière machination cette maison sert-elle de cadre? Le fantastique à Chevincourt, si intimement inscrit dans la vie quotidienne que les habitants ne peuvent résister à l'angoisse qui les étreint. Devant les dangers qui les menacent, ils quittent la maison. Mais la quittent-ils tous? La quittent-ils vraiment? Oh ça va me plaire. Mais alors pourquoi encore on a une femme avec les nichons à l'air? Je comprends pas. Les vampires du Finistère de Peter Saxon. Et Peter Saxon, on l'avait ici dans Les Monstres, dans le tome 4. Là, nous sommes au tome 9 et c'est de nouveau Peter Saxon. Et donc ici, c'est un livre qui comporte 238 pages. Résumé. Un village du Finistère curieusement coupé du monde et qui tient à le rester. Un carnaval nocturne d'un genre spécial où des hommes loups célèbrent d'étranges rites de fécondité. Invraisemblable disparition d'une jeune Anglaise, témoin involontaire de ces festivités. Elle est flippante cette couverture. Manifestation indubitable A-H-E-S, je ne sais pas comment on dit ça, d'A-S, la princesse vampire des mers, capable des plus stupéfiantes métamorphoses. Monsieur de Karadec, châtelain inquiétant que tout le monde appelle le maître et qui s'intéresse à l'immortalité. Claire, l'intouchable est ravalée au rang de la bête à la suite d'expériences aussi mystérieuses que terrifiantes. Stephen Kahn, subtil et inébranlable, lance son équipe de gardiens, adversaires inconditionnels des forces du mal. Tous les sens en alerte. Une quête dangereuse où le chasseur parfois devient gibier, dans l'atmosphère envoûtante d'une terre de légende, une descente aux enfers et un duel à mort. Mon Dieu. Puis celui-là, c'est le premier de toute cette série de livres de la bibliothèque de l'étrange. C'est le tome 10, et c'est Grey Laspina. Et nous avons ici à peine 200 pages, je crois. Non, 219. Les envahisseurs de la nuit. Pareil, sa tête, elle fait peur. Dieu merci. Vous êtes arrivé à temps, cria-t-elle excitée. Prenez la boîte et partez aussi vite que vous le pourrez. Ne vous occupez pas de moi, j'ai accompli ma tâche. Au moment même où elle jetait ces derniers mots, elle disparut, toujours luttant dans la pièce comme attirée par des mains invisibles. La boîte serrée contre moi, affolée, oubliant toute dignité, je m'enfuis. À peine me trouvai-je sur le boulevard qu'une terrible explosion ébranla les airs. Je fus jeté à terre par la force du souffle. Quand je me relevai, le manoir de Differdal et les hauts murs qui l'entouraient avaient disparu. Une masse noire et fumante se dressait énorme, sinistre à leur place. Je sentis que dans sa rage et sa déception, quelque chose avait provoqué la destruction de cette maison étrange, de splendide, et que ce quelque chose serait bientôt sur mes traces. Ensuite, je bois un petit peu d'eau, j'ai la gorge sèche. Le visage derrière la nuit de Maurice Périssé, le tome 11, et on l'a en tout premier, je crois. Maurice Périssé, c'est le jeu de Satan qu'on avait déjà vu, le tome 3, et ici nous sommes au tome 11. Donc Maurice Périssé, le visage derrière la nuit. C'est la moins flippante des couvertures. 222 pages, mais alors cette odeur de médecine, oh là là. Parce qu'il espère trouver dans ces murs la solitude et la paix. Un jeune médecin a acheté Sauveterre, vaste maison cernée de forêts où, vigilante gardienne du seuil, vit Benoît, l'étrange servante qui n'a pas voulu suivre son vieux maître quand celui-ci a quitté la demeure. Ce que le jeune médecin ne sait pas, c'est que le fantastique l'a précédé. Dans cette maison en proie à des événements inexplicables. Rêve ou réalité,
Qui pourrait répondre aux angoissantes questions qu'il ne tarde pas à se poser? Comment est morte 20 ans auparavant la jeune et troublante Dominique, fille du maître de maison? Que se passe-t-il dans le cimetière abandonné jouxtant la forêt? Qui est Marie, cette jeune femme très belle, personnage de rêve, semble-t-il vivante pourtant, qui s'est jetée un soir sur sa voiture et depuis hante son existence? Quelles sont enfin les limites du singulier domaine où elle l'entraîne? Cascade flamboyante, étang romantique, recouvert de nénuphars, d'un rouge menaçant, rassurante petite maison. Invitation au voyage dans un univers inhabituel, d'où l'on ne revient pas toujours, le visage derrière la nuit témoigne d'une originalité, d'un sens étonnant de l'étrange et d'une efficacité dans l'écriture qui combleront les plus exigeants amateurs de littérature fantastique. Ça en est peut-être un peu trop pour moi, mais bon, on verra. Et puis Les yeux bleus de la mort de Henri de Retamosa, on ne l'a pas encore celui-là, c'est le tome 12, l'ultime, donc le tout dernier. Et là nous avons 222 pages. À Nuremberg, tout le monde le sait, seuls les grands nazis furent jugés puis exécutés. D'autres de moindre importance furent traqués dans l'Europe d'après-guerre, traduits devant les tribunaux, à Vienne, à Prague, à Sofia. Mais de nombreux coupables échappèrent, à petit les gens oublièrent. Mais ce ne fut pas le cas d'une vieille femme russe, plus que centenaire, qui avait déjà beaucoup souffert bien avant l'arrivée des hitlériens dans son pays. Des circonstances extraordinaires avaient fait de cette femme un être pas comme les autres. Les mystérieux pouvoirs de l'ombre l'avaient choisie. Elle devint le glaive d'une justice suprahumaine. Ces puissances de la nuit n'admettaient pas les demi-châtiments des mortels. Étant absolus, ils exigeaient la punition absolue. Et lorsque les coupables, un quart de siècle après leur crime, se crurent à l'abri de tout danger, la mamouchka mit en branle ces saisissants pouvoirs, 1000 fois plus terribles, 1000 fois plus implacables que tout ce que les hommes ont conçu. Alors Karl Mayer, Franz Regenberg et Arthur Siegel aperçurent les yeux bleus de la mort. J'ai un petit doute, mais je pense savoir de quoi il peut s'agir, puisque j'avais déjà vu plutôt des reportages sur certaines femmes russes ou allemandes, enfin comment ça s'était passé pendant les temps de guerre, qui étaient des femmes exécutrices, et quelle était leur punition après la guerre, si elles avaient survécu, et pour la plupart elles avaient bien survécu, donc voilà. C'est assez intéressant, je dirais pas passionnant, mais c'est assez intéressant de savoir et de connaître l'issue de l'histoire suite aux atrocités qu'ils pouvaient faire subir aux gens lambda pendant la guerre. Voilà. Et puis donc je vais passer à deux nouveaux bouquins que j'avais achetés. C'est deux suites, comme je vous ai dit, j'achète plus des nouveautés. Bon, sauf il y en a une là qui traîne, que j'attends, qui va pas tarder. Mais sinon, j'achète plus de nouveautés, j'achète que des suites. Et là, c'est deux suites. Donc ici, nous avons Les Détectives de Yorkshire, rendez-vous avec le destin de Julia Chapman. Il paraît que c'est le tout dernier tome 10. Et donc là, on va découvrir des petites choses que je ne vais pas dévoiler. Je ne vais pas lire la 4e de couverture, sinon ça va être nul. Pour moi, je vais tout savoir. Là, on a sur la couverture le village de Branclive. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelait, je sais plus. Et là, pareil. Ce tome, il paraît, le dernier, comme je vous ai déjà dit, il n'est pas aussi grand que les autres. J'ai l'impression de 445 pages. Voilà. Donc, pour ça, c'est une édition, comme toujours, la collection La Bête Noire chez Robert Laffont. J'aime beaucoup ces couvertures assez sobres et à la fois explicite et minimaliste. Et puis nous avons ici Lune froide sur Babylone de Michael McDowell, l'auteur de la série Blackwater, que je n'ai toujours pas terminée parce que je la déguste. J'adore. Mais c'est un œuvre d'art, Monsieur Toussaint Louverture. Mais franchement, je me suis dit que je vais acheter beaucoup de ses livres parce que j'adore. J'adore tout simplement. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Mais c'est tellement beau. Donc ici, Babylone. Floride 1980, chaleur, et Pompon Girl, rumeur et superstition, serpent venimeux et mort brutale, mais aussi une rivière tortueuse qui a déjà marqué la famille
l'Arquin d'un sceau funeste. Alors quand la jeune Margaret disparaît, c'est comme si ces flots se mettaient à couler à l'envers, faisant ressurgir ce qui n'aurait jamais dû y sombrer. Au même moment, une immense lune se lève au-dessus de la ville et envahit tout son éclat implacable, aveuglant victime comme meurtrier les déchus de Babylone. C'est magnifique. Désolée pour la lecture un petit peu pas très lisse, on va dire, tout simplement parce que vous voyez, c'est pas très net lorsqu'on lit. Donc ici, nous avons pas loin de 500 pages, on est à 437 pages. Voilà, j'ai hâte de découvrir cette lecture également. J'ai Cathy chez moi, j'ai aussi des aiguilles de je ne sais plus quoi. Mais voilà, donc bien évidemment avec l'Aquateur, et bien évidemment je vais garder tous ces livres parce que je les adore. C'est déjà super beau, c'est super intéressant, c'est fantastique et à la fois historique. C'est top, c'est très bien écrit. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Ciao!